Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer, sous la neige en ce moment, que l'humanité se dirige vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Alors, évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais la plus grande partie du chemin vers cette finalité a déjà été réalisée entre le moment où nous nous sommes séparés des primates naturels, pour devenir des primates culturels, et puis l'humanité. Eh bien, nous avons fait un sacré chemin. Et donc, tous les êtres humains qui ont appartenu à notre espèce depuis l'origine ont travaillé dans ce sens, sans le savoir. Comme nous-mêmes, nous travaillons pour cette destinée sans le savoir encore. Alors maintenant, nous sommes arrivés, selon moi, au temps de la clarté, où ce chemin, cette finalité, sera mise en lumière. Je pense que c'est une affaire de quelques temps, peut-être de décennies, mais en tout cas, c'est une nécessité en fait. D'abord parce que l'intelligence artificielle, la capacité des ordinateurs de calcul vont pouvoir modéliser l'humanité, l'évolution de l'humanité qui s'est passée déjà, pour pouvoir dire, eh ben oui, avec tout ce que nous savons de notre passé, si on continue sur cette lancée, ben on arrive effectivement à la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la mise en commun de tout, voilà, le royaume de l'amour en somme, et le paradis. Et donc, le paradis, c'est le bonheur suprême. Pour nous qui sommes hommes constructeurs, nous n'avons accès qu'au plaisir, qu'aux petits plaisirs, aux petits bonheurs qui font partie des petits plaisirs, du plaisir en fait. Mais on n'accède pas au bonheur absolu qui est l'extase, l'éveil, le nirvana, cet état, un état de conscience absolue, de contemplation totale, qui n'a rien à voir avec l'état de bonheur ordinaire, les petits bonheurs ordinaires ou le plaisir. Donc pour l'homme constructeur, pour nous qui sommes les constructeurs de cette perfection, nous avons accès au petit bonheur, parfois exceptionnellement à l'extase, comme ça a été mon cas par exemple de façon accidentelle, où évidemment il y a quelques éclaireurs qui vont essayer d'expérimenter l'extase. C'est le cas chez les soufis, c'est le cas dans le bouddhisme ou dans le zen. Voilà, ceux qui cherchent à atteindre l'éveil, qui y parviennent. Mais c'est des éclaireurs, c'est pas l'ensemble humain, c'est des parties infimes de l'humanité. Voilà. Alors ça, c'est l'introduction de ma théorie. Pour démontrer cette théorie, je m'appuie souvent sur des audios, et là, ben, je travaille à partir d'Aristote. Après avoir travaillé sur Platon, là je suis sur Aristote, le bonheur et vie contemplative. Justement, c'est là où Aristote, et puis Platon avant lui, travaillaient sur l'idée, d'un côté le bonheur et le plaisir. Ces deux choses, la dichotomie qu'il y a entre les deux. Évidemment, il n'était pas placé au même instant de l'évolution. Aristote, ni Platon. Il faisait partie d'un temps, il y a 2500 ans, 2300 ans, qui est complètement différent. Aujourd'hui, on peut comprendre, on a une autre vision. Pour Platon et pour Aristote, c'était la cité qui était une sorte de totalité. Aujourd'hui, c'est l'humanité, c'est le monde. On est arrivé au village planétaire. Sur ces 2500 ans, l'humanité s'est unifiée progressivement, etc., jusqu'à devenir aux abords de cette capacité. On a construit toutes les structures, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC,
l'OMT, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc. On a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. Évidemment, pour l'instant, elles sont en jachère, on va dire, elles sont à leur balbutiement. Même l'ONU, il est absolument abusé par certains de ses enfants. En somme, les États-Unis, la Chine, etc. La Russie, la France, l'Europe, voilà. Ceux qui le dominent l'abusent. Voilà. Et donc lui font perdre sa vocation universelle qui doit aimer tous ses enfants. Et c'est ce qui fait qu'il y a des injustices. Il va être obligé d'aimer plus l'un, de protéger plus l'un que l'autre, etc. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe. Donc, et tout ça, c'est juste parce que c'est les enfants, c'est certains de ces enfants qui ont pris le pouvoir sur le père et la mère. L'ONU, si c'est le père et la mère, ben, il a des enfants qui lui disent « toi tu tais, reste là-bas, moi c'est moi qui décide, voilà, que ce qui est juste, ce qui est bon, etc. » Et ça ne peut pas fonctionner comme ça, évidemment. Alors, eh bien, on va reprendre Aristote et on va voir que justement, c'est tout le travail de cette réflexion sur le bonheur et le plaisir. Mais comme ça, c'est situé l'idée. On y va. La question est de savoir ce qui fait que de cette tendance au bien, alors c'est Pierre-Marie Morel, à la réalisation du bien moral, à la réalisation des bonnes actions, des actions vertueuses. La question du bonheur arrive aussitôt puisque nous tendons aussi vers notre bonheur. Et ça, c'est une chose qui là aussi... Le bonheur, là, on parle de ce bonheur suprême, hein, le souverain bien, le bonheur absolu. Ils en avaient conscience, ces Grecs. Ils avaient expérimenté vraisemblablement l'extase. Ils avaient compris ce qu'il y avait dans ce bonheur absolu, qui n'a plus rien à voir avec le plaisir. Le bonheur de la vie contemplative. Et évidemment, dans cet espace-là, les actes sont absolument parfaits. Il y a pas, c'est la vertu même. Il y a rien de négatif qui passe dans l'esprit, puisque l'esprit est en contemplation. L'ego est éteint et l'esprit est en contemplation. Donc, en gros, la méchanceté, elle est liée à notre ego. C'est notre ego qui l'engendre, qui va dire, bon, tiens, je vais lui faire ça à celui-là, il m'a fait ça, je vais me venger, celui-là, je l'aime moins que lui, je vais, voilà, etc. Je vais lui mettre un peu des bâtons dans les roues, voilà, c'est lié à l'ego. Si l'ego est éteint, il n'y a plus du tout ce mécanisme mental qui peut entraîner justement ce qu'on appelle la méchanceté, le mal, voilà, la perversion, la perversion. Peut faire l'objet d'une intuition très commune. Et donc, de fait, nous sommes conduits à assimiler le bonheur au bien. La question qui va se poser alors, c'est de savoir si mon bien propre, mon bonheur, se traduit par le bien pour autrui. Est-ce que mon bonheur est exclusif du bien-être, du bonheur d'autrui, ou bien est-ce qu'au contraire, il y a un lien fondamental entre le bien que je réalise, bon, si je suis un homme de bien, si je suis une crapule, à ce moment-là, la question se pose tout à fait différemment, entre le bien que je réalise et mon propre bonheur. Or, Aristote va montrer précisément qu'il y a une adéquation entre le véritable bonheur et le bien que l'on fait, à la fois pour soi et pour autrui. C'est ce qu'on voyait hier avec Pierre Pellegrin en parlant de l'amitié. Chez Aristote, le bonheur et la vertu d'ailleurs ne se conçoivent pas sans les autres. La réflexion n'est jamais d'ordre personnel. Pour que bonheur il y ait, il faut prendre en compte également la façon dont ce bonheur-là, pour nous, va influencer, quel impact ça va avoir sur les autres, sur les personnes avec lesquelles nous vivons. On est ici dans une pensée qui s'ouvre vers les autres au lieu de se refermer sur soi. Oui, c'est pas un bonheur solipsiste, c'est pas un bonheur de l'homme isolé. Voilà, alors il devient solipsiste en fait, il devient à un certain moment, quand l'humanité aura atteint sa perfection, ce bonheur il sera intime, c'est un auto-amour en fait, on n'a plus besoin forcément d'autrui pour pouvoir émaner cet amour. Et dans l'extase, c'est ce qui se passe. Mais par contre, quand on rencontre autrui, c'est que de l'amour qui est changé. Et donc, si c'est
si on est dans une humanité qui a atteint sa perfection, ben c'est pareil, les autres, ils sont au même niveau que soi. Donc, ils nous envoient de l'amour, on envoie de l'amour, et évidemment, c'est plus que de la symbiose, c'est de l'osmose. L'extase, c'est le niveau de l'osmose. En fait, il y a plus 3 ou 4, 5 ou je ne sais pas combien de façons d'agir. Dans nos actions, se retrouvent dans 5, je vais le noter d'ailleurs, dans 5 actions, neutralisme. Alors, il y a l'antagonisme, et c'est valable au niveau de la cellule, des premières cellules comme des êtres humains. Les 2 cellules entre elles peuvent être en antagonisme, donc engendrer quelque chose de négatif pour l'autre. Elles peuvent être en neutralisme, c'est-à-dire elles ne se côtoient pas, elles ne se regardent pas, elles s'ignorent. Elles peuvent être dans le commensalisme. Il y en a une qui engendre quelque chose de bon pour l'autre, mais l'autre prend et s'en va. Elles peuvent être dans la symbiose. La symbiose, c'est les 2 qui se donnent de l'amour ensemble. Donc, c'est réciproque. Et elles peuvent être dans l'osmose. C'est la fusion entre les 2. C'est ce qu'on cherche dans l'amour bien souvent. C'est ce qu'on cherche dans certaines relations, amitiés, etc. Donc, une sorte d'osmose. Mais là, c'est ça. L'accession à l'extase, c'est l'accession à l'osmose. Je me souviens plus pourquoi. Pas un bonheur de l'homme isolé, en tout cas dans sa première acception et dans sa forme la plus immédiatement perceptible. Le bonheur dont on parle, c'est un bonheur en relation avec autrui. Et d'une certaine manière, puisque nous partions du plaisir, c'est ce que ne comprennent pas ceux qui croient que le bonheur est dans le plaisir. C'est-à-dire dans une satisfaction fondamentalement individuelle, puisque la recherche de plaisir est d'abord, dans son premier mouvement au moins, et tel que l'a décrit Aristote, recherche de plaisir pour soi-même. Or, ça ne peut pas marcher, parce que précisément, le bonheur véritable, celui qui passe par une vie vertueuse, ce bonheur-là se réalise avec autrui. Et dans les relations que nous entretenons avec nos proches, avec nos concitoyens, et dans la manière que nous avons d'être heureux non seulement nous-mêmes, mais avec autrui également. Et c'est pourquoi, par exemple, évidemment, dans la sexualité, on peut atteindre cet état. C'est ce que cherche à atteindre, par exemple, le tantrisme, c'est-à-dire atteindre la fusion avec le divin à travers la sexualité, mais une sexualité qui est basée sur l'amour absolu, sur le don vers l'autre, l'autre vers soi. Il faut que les 2 soient dans cette harmonie-là, dans cette même mécanisme, dans cette même volonté, et donc il donne à l'autre le meilleur de lui. En fait, il se donne, il cherche le meilleur pour l'autre, l'autre le meilleur pour soi, et dans ce moment-là, avec l'intention d'atteindre cet état-là. Alors que le plaisir, il va être autre chose, il va être tourné vers soi, je prends mon plaisir, j'en donne à l'autre, mais c'est quelque chose que ce qui m'intéresse, c'est mon plaisir, au fond. Et donc là, on est du côté du plaisir, de l'autre côté, on est du côté du bonheur suprême possible, qui est l'extase. Également. Mais alors, comment Aristote procède-t-il non seulement pour distinguer le plaisir du bonheur, mais également pour montrer comment le bonheur est identifiable au bien, puisqu'il faut bien le démontrer. Vous avez parlé de l'ordre de l'intuition, savoir que tous les hommes tendent vers le bien, tous les hommes tendent vers le bonheur, mais l'identification entre les 2 ne va pas de soi. Alors comment Aristote procède-t-il justement pour affirmer ce qui peut sembler être une hypothèse, et puis l'étayer, la corroborer, la définir ? En premier lieu, à propos du plaisir, pourquoi et comment distinguer le plaisir du bien? Il faut commencer par s'interroger sur ce qu'est véritablement le plaisir. Si l'on poursuit les plaisirs immédiats, les satisfactions immédiates, et si l'on pense que la vie heureuse est une vie de plaisir, c'est parce qu'on croit que le plaisir peut être une fin en soi. C'est-à-dire un but que l'on peut poursuivre en tant que tel.
Pour Le lui-même. plaisir en tant que tel est à rechercher et qu'on trouverait une espèce de béatitude comme cela, quel que soit le type de plaisir dont on parle. Or, de l'analyse que fait Aristote du plaisir, il ressort quelque chose de tout à fait singulier, de remarquable, à mon avis, aussi bien pour l'idée que nous nous faisons du plaisir aujourd'hui. C'est-à-dire que nous prenons toujours notre plaisir à quelque chose. Je crois qu'il y a une héroïne de Marivaux qui dit « Mon plaisir n'est ni là, je le cherche ». Et ce qui fait que souvent, effectivement, nous sommes insatisfaits dans notre quête du plaisir, c'est que le plaisir en lui-même, abstraction faite de la satisfaction esthétique, du plaisir sexuel, du contentement intellectuel, tous les types de plaisirs auxquels on peut songer, ce plaisir-là, on ne l'identifie jamais. Et ce qu'Aristote montre dans l'Éthique à Nicomaque, au livre 10, c'est précisément que le plaisir vient s'ajouter à une activité déterminée. Et donc on voit bien qu'il y a d'un côté le bonheur qui est une fin fondamentale, que nous pouvons et même que nous devons poursuivre pour lui-même. C'est la définition du bonheur. C'est ce qu'on choisit pour soi. Donc il y a une opposition très forte entre ce bonheur-là et l'idée d'un plaisir qu'on ne peut jamais poursuivre pour soi. La quête serait vaine, puisque par définition, le plaisir, c'est quelque chose que nous éprouvons à l'occasion d'une certaine activité. Voilà. Est-ce que du coup, on peut dire que le bonheur... Moi, je le transformerai comme ça sur ma théorie, d'ailleurs, c'est comme ça que je l'explique. C'est que le plaisir, en réalité, il est dans l'intention et les petits bonheurs, parce que je range plaisir, petit bonheur, dans la vie ordinaire, la vie de l'ego. Voilà, là je suis dans un état, c'est mon ego qui parle. En somme, je ne suis pas dans l'état d'extase. Il n'y a que deux. On est dans ces deux possibilités, dans ces deux positions possibles qui ne peuvent pas se chevaucher. Soit dans la conscience ordinaire, l'état d'esprit ordinaire, soit dans l'état d'esprit extatique. Dans l'état d'esprit ordinaire, on a droit au plaisir, au petit bonheur, au bonheur même qu'on croit vraiment intense. Il y a des fois on touche le bonheur, etc. Mais c'est une intention. Il y a une intention derrière. C'est toujours créatif, c'est toujours constructif. Dans l'état d'extase, c'est pénétrant. Ça ne sort pas. C'est pas quelque chose qui est intentionnel, qui va vers quelque chose, qui cherche quelque chose. L'extase nous pénètre. C'est le bonheur, il vient dans la contemplation. C'est pour ça qu'on parle de contemplation, parce qu'en fait, c'est tout ce qui est de l'extérieur, mais ça peut être quelque chose de vulgaire, ça peut être, entre guillemets, une M, voilà, ça peut être une bouse de vache, ça peut être quelque chose, un tas de fumier. Ça, en fait, on va le recevoir comme on va être en contemplation devant. On va être en contemplation devant ça, comme devant le reste, comme devant une pierre, comme devant un bout de roseau, comme devant une graine de poussière, une puce, voilà. Tout est, on reçoit, on est dans la réception. Et donc il y a l'action, ce qui sert à construire l'humanité, et la contemplation qui sert juste à jubiler du divin, de ce divin, à être en fusion avec le divin, et donc à incarner le divin, en somme. Et ça, c'est ce qui attend l'humanité future, c'est pas pour l'humanité constructrice, puisque nous, on doit finir de construire l'humanité. On ne peut pas arrêter maintenant, là, l'humanité en disant, bon, ça y est, on en a assez fait, on progresse plus, on passe du côté de l'extase, et on arrête d'agir, parce que l'extase, c'est plus que la contemplation, il n'y a plus d'action. Donc on arrête tout et on contemple, on passe au niveau de l'amour et de la contemplation. On n'a pas atteint notre finalité, donc on est toujours... on a besoin d'action et donc de plaisir. Et donc est-ce que du coup on peut dire que le bonheur est une fin en soi, mais aussi est une fin
à proprement parler, un but, quelque chose vers lequel nous devons tendre, alors que le plaisir est de l'ordre d'une consommation, d'un état immédiat qui appelle sans arrêt son renouvellement. Et c'est ainsi qu'on peut distinguer les deux, peut-être. Et puis, c'est l'action. On peut, dans un premier temps, distinguer les deux de cette manière-là. Ouais. Et c'est de là que nous sommes partis tout à l'heure. Le bonheur est une fin en soi. Le plaisir nous renvoie sans cesse à une autre quête, le tonneau percé du Gorgias. En réalité, ce que va montrer Aristote, c'est que dans notre représentation commune, vulgaire du plaisir, oui, c'est comme ça que cela se passe, et c'est ce que croit Platon. Mais, en tout cas, Platon dans le Gorgias. Mais ce qu'il va montrer, c'est que le plaisir n'est pas toujours mauvais, loin s'en faut, et que le plaisir peut lui aussi être limité, au lieu de nous conduire dans une quête infinie. Il peut être limité s'il est associé comme il faut à des activités qui elles-mêmes assignent des fins. Pour le dire autrement, Aristote se pose une question au début de l'éthique à Nicomaque. Le bien, le souverain bien, c'est formidable, mais comment le reconnaître? Comment savoir qu'on l'a atteint? Comment savoir qu'on l'a atteint? Ça veut dire qu'il faut un terme, comme vous le disiez, un but, un arrêt, quelque chose qui nous montre que nous ne sommes pas dans une fuite infinie vers un idéal inaccessible. Et ça, on peut absolument le mettre dans le parcours de l'humanité. On est dans cette quête permanente parce qu'on doit atteindre le souverain bien. Où ça s'arrête, le progrès, il s'arrête. On a atteint la perfection, mais évidemment, ça ne correspondra pas à ce qu'on voit. Le progrès tel qu'il est aujourd'hui, il est loin d'être achevé. Il est dans la profusion, il est dans l'excès, il y a le luxe, il y a tout un tas de trucs qu'on devra écarter qui ne nous servent à rien dans le bonheur. Le bonheur, il se contente de peu de choses. Il a besoin de sérénité absolue, donc d'avoir que chacun ait un toit, qu'on trouve tout le temps un toit partout où on passe, que tout soit mis en commun, qu'on ait atteint le 100% écologique, donc on n'ait plus besoin d'avoir des immeubles de 100 étages, des voitures, des trucs, tout ça, ça sera dépassé, évidemment. On va revenir à de la modération totale. Sauf que cette modération, elle aura bénéficié du million d'années d'évolution. Donc on aura perdu quelque chose de nos origines primates, où on était déjà comme ça, où ils sont dans la modération. Les primates, ils cherchent pas à avoir des bagouses, des voitures, du luxe, etc., etc. Mais par contre, ils peuvent pas être dans la sérénité totale, tout simplement parce qu'il y a les prédateurs qu'ils n'ont pas réussi à gérer. Ils ont l'agressivité, ils ont la compétition, ils ont le système dominant-dominé, ils ont les caprices du climat, ils ont tout un tas de choses qu'ils n'ont pas gérées. Et nous, tout ce parcours, il est fait pour gérer tous ces problèmes, comprendre, maîtriser notre comportement, donc atteindre la sérénité absolue qu'on ne pouvait pas atteindre lorsque nous étions des primates naturels. Et à ce moment-là, on aura fait le parcours. Et donc, quand ça sera achevé, quand on aura atteint ce moment-là, il n'y a plus besoin de quête. C'est fini. Et c'est là où rentre l'extase, où rentre le souverain bien, le bonheur absolu. C'est là où il arrive, quand il n'y a plus besoin de construire. Eh bien, dans nos bonnes actions, lorsque autrui nous renvoie à l'image de la réussite de nos actions, nous parvenons à un terme, nous parvenons à des termes. Et le plaisir que nous éprouvons en agissant bien, eh bien là, ce n'est plus ce plaisir infini, cette quête perpétuelle, c'est un plaisir effectivement réalisé qui atteint une sorte de perfection en s'ajoutant à l'action réussie. Mais alors le problème de faire du bonheur le signe d'une vie réussie, alors pourquoi là, malheureusement, je pense que c'est très difficile pour ces professeurs et qui sont extraordinaires, des pédagogues géniaux, etc. Mais sans avoir fait l'expérience de l'extase, il manque quelque chose à leur compréhension peut-être de Aristote et de Platon, par exemple, ou des présocratiques. Voilà.
qui ont, à mon sens, fait cette expérience ou qui ont compris charnellement ce que la contemplation, l'état de contemplation veut dire. Parce que sinon, il ne parlerait plus d'action. Dans la contemplation, il n'y a plus d'action constructrice. C'est plus, on est à un autre niveau de la vie. Ça ne peut pas fonctionner avec la vie ordinaire. C'est autre chose. Dans la vie ordinaire, on est tout le temps dans l'action constructrice. Demain, j'ai ça à faire. Tout à l'heure, je dois laver ci, je dois faire ça, je dois faire mon repas. Tout, on est dans l'action en permanence. Pardon. Réussi. Aristote emploie cette expression justement de la réussite d'une vie, c'est que du coup pour pouvoir juger de la réussite d'une vie, il faut attendre que celle-ci ait touché à son terme. C'est-à-dire que du coup si le bonheur si une vie réussie est le signe du bonheur, mais que du coup le bonheur ne peut se juger qu'une fois que la vie a été finie, pour savoir si elle a été réussie ou non, et bien du coup on ne peut savoir si on a atteint le bonheur que une fois qu'on est mort. Et voilà, c'est un terrible paradoxe qui pourrait être désespérant. Et Aristote, courageusement, ferait un beau morceau de courage philosophique, affronte ce paradoxe dans l'éthique à Nicomaque. Et effectivement, faut-il attendre de voir la fin, pour reprendre un proverbe de l'époque, pour pouvoir dire qu'on a été heureux. Donc c'est sur notre lit de mort que nous pouvons dire « Ah oui ». Alors, mais voilà, parce qu'on parle du bonheur d'une vie entière, mais pas de l'extase, parce que de l'extase, on n'a pas besoin d'attendre à la fin. Si on l'a expérimenté, si on a vécu un état d'extase, un état d'éveil, de nirvana, eh ben on sait tout de suite, voilà, on a compris quelque chose. Donc, c'est atteint à ce moment-là, on peut savoir qu'on a vécu cela. Après, être heureux pour n'importe quelle vie, c'est pas possible d'atteindre le bonheur absolu sur toute une existence. C'est impossible pour l'homme constructeur. On a tout un tas de choses à passer. C'est compliqué la vie. C'est pas le bonheur. C'est une fraction de temps dans toute une vie. Dans une vie de 100 ans, si on a un an, même pas, de bonheur mis bout à bout, ou quelques mois de bonheur mis bout à bout, de vrai bonheur, c'est rare. On a du plaisir, oui, peut-être, de façon plus intense, mais on n'a pas de bonheur aussi fort. Sur le lit de mort que nous pouvons dire « Ah oui » ou « Ah non ». Finalement, j'ai réussi ma vie d'une certaine manière, ou en fait, non, c'était une succession d'échecs. Et là, il y aurait un paradoxe, et ça, c'est de dire « On ne peut dire que l'on est heureux qu'au moment ça ne marche où, en fait, tout cela s'arrête ». Ça ne marche pas parce que personne ne perd sa vie. Jamais personne. On donne. Si on voit notre vie comme le travail pour construire cette perfection, le travail d'un ouvrier pour construire cette perfection pour nos futurs descendants, eh ben tout le monde réussit sa vie et tout le monde et personne ne peut se targuer de réussir plus que quelqu'un d'autre. Et ça serait absurde d'imaginer qu'un milliardaire a plus réussi sa vie qu'un ascète qui passe sa vie face à un rocher assis en tailleur. Ça tient pas la route. Parce que celui qui est assis, il a atteint un degré que l'autre n'atteindra pas. Voilà. Donc, tout être humain réussit sa vie. Il n'y a pas d'échec. Même celui qui cumule tous les échecs de son existence, parce qu'il a été maltraité dans son enfance, a droit à la double peine, la triple peine, il se retrouve en prison, il passe les 3/4 de sa vie en prison, etc., etc. Il a réussi sa vie. Parce que sa vie, c'est ça, parce qu'il a donné l'entièreté de toutes ses actions à l'humanité. Par le bien, par le mal. L'humanité, elle prend ce qui est là et elle le transforme en bien. Elle prend le mal et elle le transforme en bien. Il sera
un mauvais exemple pour d'autres. Il aura fait son mea culpa et il apportera un changement. Il va modifier sa famille, les gens autour de lui. Il va modifier les gens qu'il connaît. Voilà, il agit dans cette humanité, quoi qu'il arrive. Tout cela s'arrête. Alors le paradoxe, comment s'en sortir? Eh bien, on se sort de ce paradoxe en disant que on peut être heureux dès maintenant, enfin en tout cas à partir d'un certain âge, il faut une certaine maturité chez Aristote pour accéder au bonheur. On peut être heureux si l'on a construit notre vie de telle sorte, par des actions, par des dispositions, par des manières d'être habituelles, de telle sorte que notre vie manifeste une certaine cohérence. Il y a une espèce de consistance fondamentale du personnage que nous jouons dans l'existence. Et ce personnage doit être assez stable, doit se cristalliser suffisamment pour être à l'abri, le plus qu'il est possible, des aléas de la fortune. Là, on ne parle pas de vie contemplative, du bonheur suprême de la vie contemplative. On parle du bonheur, de la réussite de son existence, etc., etc. Il n'y a aucun problème, mais on n'est pas sur on parle pas de l'extase, en somme. C'est autre chose. D'ailleurs, Platon, Aristote fait bien la différence entre ces deux types de bonheur. Le bonheur suprême, on le verra à la fin, mais c'est autre chose. Des aléas de la fortune, des déceptions, des passions tristes, etc. Et là, vous semblez proposer une certaine définition de ce que serait un homme heureux ou un homme qui connaîtrait le bonheur. Comment faire en sorte que sa définition ne soit pas normative? Ou est-elle normative chez Aristote? Y a-t-il un modèle à suivre pour avoir une vie réussie et construire ce personnage dont vous parlez qui est indépendant des aléas de la fortune et qui progresse et avance sur son chemin selon certains préceptes qu'il s'est fixés? Alors, Aristote commence par construire de manière théorique l'idée du bonheur. Et il explique que le bonheur s'acquiert effectivement de manière progressive. Et il le dit, il utilise à cette occasion une formule qui restera fameuse. Une hirondelle ne fait pas le printemps. La vertu, ça demande beaucoup de temps. Devenir un homme courageux, devenir un homme un être humain, qui exerce sa libre parole, qui montre de la prudence dans ses actes. Cela demande beaucoup de temps. Et d'une certaine manière, il dresse le portrait, effectivement, une espèce de portrait discret, une ombre comme ça de l'homme sage qui sert en quelque sorte de mesure à nos actions. Et il va, dans la suite de son traité, il va dessiner de manière de plus en plus précise les caractères de ce que peut être un modèle de vie heureuse. Seulement, il va en dessiner deux. Il va dessiner d'une part le modèle d'un homme prudent, celui qui agit bien dans ses relations avec autrui, qui est assez à l'aise dans la cité pour agir de manière avec une certaine réussite, et qui va montrer la voie aux autres et montrer comment on se conduit bien. L'autre modèle, c'est un modèle réservé manifestement aux happy few, un modèle qui concerne fort peu de gens, c'est le modèle du sage contemplatif. Voilà. Et on aura l'occasion, évidemment, tout à l'heure de revenir sur cette duplicité des modèles. Tout à fait. Donc là, on est bien, c'est bien les deux choses. Et c'est ce qui complexifie un peu les choses, c'est qu'il parle effectivement du bonheur de celui qui se comporte bien dans son existence, qui peut arriver à une certaine... Et c'est pas donné à tout le monde, en réalité, c'est pas quelque chose, on peut pas reprocher à quelqu'un de mal se comporter s'il a été maltraité toute son enfance. Les prisons sont pleines de gens qui ont eu des parcours de vie tellement difficiles, et ça n'était pas leur faute du tout, ça n'a rien à voir avec le parcours d'un Sarkozy, d'un Macron, d'un Trump, voilà, ça n'a rien à voir. Donc, ou d'un Musk, voilà, donc ils peuvent même pas se targuer moi je suis plus, voilà, je me comporte mieux parce que
je le veux. Non, c'est parce que toutes les circonstances font que ça peut se faire, c'est tout. Donc, et en plus, sans avoir la compréhension de la complexité, c'est-à-dire de l'apport qu'apporte celui qui a été maltraité, qui doit traverser la vie en commettant des choses qu'il ne voudrait peut-être pas au fond de lui, mais qui sont plus fortes que lui, etc., etc. Voilà, bon. En tout cas, le bonheur, ça serait celui qui peut mettre en adéquation l'éthique humaine, la morale humaine, toutes les vertus, qui a toutes les vertus de celui qui est juste, parce qu'il y a le principe de la justice qui est là, celui qui fait des actions justes, qui se comporte le plus justement possible, et on en connaît, voilà, il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont cette aura de personnes qui ont une éthique, qui ont une rigueur, et qui sont des guides, voilà, dont on recherche le contact, qu'on voit. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que dans les années 50, ils servaient de modèle, ces êtres humains. La sœur Emmanuelle, sœur Teresa, c'était ça les modèles. C'était l'abbé Pierre, bon, même si ce qui servait de modèle dans l'abbé Pierre, c'était ce qu'il faisait à l'humanité. C'était pas son comportement de prédateur, etc., dont on ignorait tout d'ailleurs à l'époque. Mais en réalité, c'était le bien qui servait d'horizon à l'humanité. Depuis les années 80, depuis que le néolibéralisme a pris le pouvoir, depuis que les médias sont sous la coupe de l'oligarchie, donc du patronat, des riches, qui donnent leur propre valeur, eh ben, ça n'a plus rien à voir. Ce qui est vraiment à l'horizon, c'est le sportif qui a gagné des milliards et qui se comporte bien, évidemment, qui se comporte le mieux possible. Alors on va avoir des Zidane, des je sais pas qui vont servir de modèle Noah, etc. Et c'est très bien. Mais on est passé sur autre chose. C'est plus un horizon lointain. Parce que dans l'horizon lointain, il y avait le dénuement. Il y avait le fait que cela devait représenter le bonheur. Il y avait la modération, une sœur Teresa, une sœur Emmanuelle, elle s'en fichait du luxe, de quoi que ce soit. Elle cherchait pas à gagner de l'argent. Le père Pedro ou je sais pas, des gens comme ça, c'était des icônes comme ça. Ce sont des icônes et ils sont dans la modération. Par contre, les nouvelles icônes données par le marché, on voit à quel point le système il a perverti un peu notre vision, parce qu'il nous oblige à choisir des célébrités, parce que c'est ce qu'il nous montre à la télévision. Dans les années 50, 60, 70, ben, il nous parlait de sœur Emmanuelle, de sœur Teresa, etc., etc. Il nous parlait de ces saints, entre guillemets, qui traversaient la société. Et là, on les voit plus, ils n'existent plus, ils sont plus là. Le marché ne veut plus les mettre dans la télévision. Il veut mettre des choses vendables, des choses, etc. Donc le spirituel, il l'écarte. Quel est de tous les biens réalisables celui qui est le bien suprême ? Sur son nom, la plupart des hommes sont pratiquement d'accord. C'est le bonheur, au dire de la foule aussi bien que des gens cultivés. Tous assimilent le fait de bien vivre et de réussir au fait d'être heureux. De façon ordinaire. Par contre, en ce qui concerne la nature du bonheur, on ne s'entend plus. Et les réponses de la foule ne ressemblent pas à celles des sages. Les uns, en effet, identifient le bonheur à quelque chose d'apparent et de visible, comme le plaisir, la richesse ou l'honneur. Voilà. Pour les uns, c'est une chose, et pour les autres, une autre chose. Souvent même, le même homme change d'avis à son sujet. Malade, il place le bonheur dans la santé, et pauvre, dans la richesse.
À d'autres moments, quand on a conscience de sa propre ignorance, on admire ceux qui tiennent des discours élevés et dépassant notre portée. Certains, enfin, pensent qu'en dehors de tous ces biens multiples, il y a un autre bien qui existe par soi et qui est, pour tous ces biens-là, cause de leur bonté. Passer en revue la totalité de ces opinions est sans doute assez vain. Il suffit de s'arrêter à celles qui sont le plus répandues ou qui paraissent avoir quelques fondements rationnels. L'éthique à Nicomène d'Aristote, que nous en parlons en compagnie du philosophe Pierre-Marie Moreau. Voilà, ben on va arrêter là pour cette vidéo. Donc on voit, ce qui est intéressant là à noter, à mon sens, c'est que le bonheur nous a été enlevé avec le marché, à partir des années 80, à partir du moment où le néolibéralisme a pris le pouvoir sur le social. À partir du moment où l'oligarchie a pris le pouvoir dans les médias et a donné une autre image, a montré d'autres images. Donc on est passé sur le plaisir. Et c'est pourquoi les icônes qu'ils nous montrent, et c'est pourquoi qu'ils nous obligent à choisir, parce qu'en réalité, on dit c'est un vote, par exemple, la personne la plus aimée des Français, chaque année, il y a ce truc-là, l'icône qui sort. Ben, il y a eu, justement, ça a été Sœur Emmanuelle, ça a été l'abbé Pierre, ça a été, etc. Et là, on est devant d'autres personnages, et c'est lié au plaisir aussi. Donc, d'un côté, il y a le bonheur, de l'autre, il y a le plaisir. Et c'est ça qui fait que on se retrouve, on ne s'y retrouve pas, parce que nos icônes, c'est ce qui nous sert c'est ce qui nous tire vers l'avant. Et quand on met des icônes qui sont comme nous, quand on stagne, parce que on n'a plus d'horizon. En fait, ce qui fait avancer l'homme, c'est la carotte devant l'âne qui nous fait avancer. C'est en fait ce qui nous attend, c'est le mieux qui nous attend. Le bonheur est au bout du chemin, le bonheur est dans le pré ou je sais pas où, mais le bonheur est au bout du chemin en fait. Et donc, on doit aller, ça nous tire vers l'avant. Voilà, c'est comme les réponses aux questions qui nous tirent à l'avant. Qu'est-ce que c'est que la matière ? Eh ben, on cherche, c'est toujours au fond de l'horizon, on croit qu'on va l'atteindre, on trouve une E égale MC2, et puis il y a encore des questions derrière, il y a encore une montagne derrière, et il y a encore un horizon avec ce qui nous attend comme question. Et c'est ce qui fait avancer l'humanité. Et là, on est dans du stationnaire parce qu'on parle du plaisir, en fait. Il n'y a plus d'horizon qui est au-dessus de nous, qui est transcendant. Le bonheur, il est transcendant parce que on ne l'atteint pas dans le monde ordinaire, dans la vie ordinaire. L'homme constructeur qui doit construire, il atteint les plaisirs, mais il n'atteint pas le bonheur suprême, hein, je parle. Et donc, ce bonheur, il est au fond de l'horizon. Mais normalement, la société et les médias devraient nous montrer ce bonheur au fond de l'horizon, devraient nous parler de ce bonheur spirituel, de cet état de bonheur, de sérénité, de zen, ils devraient nous mettre ça à l'horizon. Et donc, l'humanité évoluerait vers ça. Mais comme ils nous mettent leur propre image, les milliardaires, les Rolex au poignet, etc., pour réussir sa vie, les gens qui sont quelque chose et ceux qui sont rien, les mecs qui ont des costards et qui sont, etc., les célébrités, toutes ces choses-là. Donc, ils nous mettent ça, ils nous mettent leur propre visage. Les élites nous mettent leur propre visage. Au lieu de mettre déjà le visage du peuple, ils mettent leur propre image comme à quoi le peuple doit ressembler. Voilà, nous on est les meilleurs, on est les beaux. Voilà, si vous voulez nous ressembler, on peut servir de modèle.
tous les narcissiques qui passent à la télévision, qui animent ces émissions depuis 40 ans, là, c'est ce qu'ils représentent en représentant en représentant les oligarques. C'est les employés des oligarques qui font ces émissions, le juste prix, je sais pas quoi, les cadeaux de machin, le big deal, les trucs. Voilà, c'est les trucs de TPMP. Ils sont en avant comme les représentants de cette élite. D'ailleurs, ils les rendent aussi riches quasiment, pas aussi riches, mais ils en font des gens très riches. Et donc, il faut presque leur ressembler. Et là, quand on leur ressemble, on perd le bonheur. Il n'y a plus le bonheur. Ils sont pas heureux, ces gens-là. Pas du tout, aucun n'est heureux dans ces animateurs, par exemple. Les deux Chavannes, les machins, etc. Il n'y en a aucun qui est heureux ils touchent du plaisir en pagaille. Là, il n'y a pas de problème, mais ils ne touchent pas le bonheur. Et donc, on nous montre ça comme un exemple. Et donc, ils nous ont fait sortir de l'horizon pour nous replonger dans l'immédiat, dans un immédiat, mais un immédiat qui n'est pas contemplatif, qui est un immédiat vulgaire en somme. Voilà. Bon, on va arrêter là pour cette longue vidéo. Je vous dis merci de votre écoute et à très bientôt.